Bonsoir et bienvenue dans les rendez-vous de l'info, votre magazine hebdomadaire sur KTV pour parler de l'actualité. Que s'est-il passé encore une fois chez nous cette semaine à Mayotte? Je vous propose de le découvrir dans les minutes qui vont suivre avec notre invité que je m'en vais retrouver tout de suite. Je vous le disais, je suis en compagnie de notre invité. Il s'agit de Ali Karine Ayouba, entraîneur professionnel en handball, mais également conseiller technique fédéral attaché à la jeunesse et sport du Conseil général de Mayotte. Bonjour Ali Karine. Bonjour Amina, bonjour à tout le monde. Alors nous sommes ensemble pendant 50 minutes et on va parler de l'actualité à Mayotte. Cette semaine, il s'est passé quand même pas mal de choses et on va commencer par ce sujet qui a quand même fait grand bruit, le braquage qui a eu lieu à Parabole Mayotte à Kaweni. On regarde ce reportage, on en parle juste après. Hier, en fin d'après-midi, le magasin Parabole Mayotte a été victime d'un braquage. Les auteurs sont partis avec la caisse et un montant de 7 000 €. Les deux individus âgés d'une trentaine d'années sont entrés dans le magasin avec un couteau à cran d'arrêt. L'un des deux surveillait l'entrée pendant que le second exigeait la caisse. Tétanisée, la vendeuse n'a eu d'autre solution que le laisser se servir dans le tiroir caisse. Aujourd'hui, les commerçants de la galerie extérieure du Jumbo Score ont peur. Ça nous fait peur parce qu'on est juste à côté d'eux. C'est tout le monde qui rentre, c'est là qu'on fait nos autres achats. Imagine-toi que ça arrive à côté. On peut se dire un jour que ça peut passer de notre côté aussi. Du coup, franchement, ça nous étonne. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'on puisse avoir plus de sécurité pour nous protéger. À nous, comme quoi des gens qui ont mis des vendeuses, pour qu'on puisse être tranquille. Et pourtant, il y a sur place des agents de sécurité qui surveillent le site, mais ce jour-là, ils n'ont rien vu. Les caméras de surveillance ne pourront pas non plus identifier les auteurs car elles sont en panne. Même si les agressions sont rares, ce n'est pas la première fois que les commerçants de la galerie se font voler. Mais des fois, il y a des jeunes, ils veulent bien s'habiller mais ils n'ont pas de sous. Ils préfèrent voler. Mais des fois, on les attrape. Des fois, on remarque qu'ils ont volé, mais braquage comme ça, non. Donc, comme ça s'est passé, je crois que les patrons du magasin ou les directeurs de magasin, comme ça, dans chaque magasin qui n'est pas sécurisé ou qui n'a pas le caméra, j'espère qu'ils vont passer de mettre une caméra au moins pour surveiller. Du côté de la direction de Parabole, on s'étonne de la facilité avec laquelle les individus sont entrés et se sont emparés des 7 000 €. La police enquête, affaire à suivre. Ali Karine, un braquage dans une entreprise comme celle-là, en pleine journée, qu'est-ce que ça vous ça provoque comme réaction chez vous? Écoutez, moi je ne suis même pas étonné. Aujourd'hui, on entend tellement parler de ces braquages, des braquages qui sont impunis. C'est ça qu'il faut remarquer. Si aujourd'hui, les auteurs de ces braquages-là, qui sont en partie, qui sont très souvent des jeunes, se permettent de braquer en pleine journée, ça, c'est parce qu'il y a un message qu'il faut comprendre dans tout ça. On n'a pas peur des autorités. Là, a priori, les auteurs seraient âgés d'une trentaine d'années. Oui, c'est ça. Oui. Donc c'est des jeunes. Trentaine d'années, c'est des jeunes. Mais je veux dire par là, c'est que c'est un message. Quel message il faut comprendre par là? Le message, c'est que d'abord, le premier message, c'est qu'on n'a pas peur. On n'a pas peur, on n'est pas puni. Donc on se permet de le faire en pleine journée. On n'a peur de rien. C'est ça que je vois tout de suite. Et puis donc, il va falloir, première chose, réagir à ça, que les autorités réagissent et qu'ils punissent sévèrement ces actes, ce genre d'actes. Et que
il y ait des exemples de punition pour que les jeunes puissent comprendre et voir justement que c'est des choses qui ne doivent pas se faire. Mais là, malheureusement, il n'y a pas de, on peut pas, a priori, ça va être compliqué de retracer un petit peu, de retrouver ces auteurs parce que donc les caméras de surveillance ne fonctionnaient pas, il n'y avait pas d'agents de sécurité en nombre suffisant et ça fait quand même beaucoup de choses en même temps, non ? Exactement. Mais je pense qu'eux, ils savaient. Ils ne seront pas rentrés comme ça, là, en pleine journée. C'est parce qu'ils savent... Ils étaient informés, selon vous ? Je pense qu'ils sont informés que la caméra de surveillance ne marchait pas. Ils sont informés de ces sous-effectifs. Ils ont étudié d'abord le lieu avant d'y aller comme ça. Donc, ils se sont organisés. Ça veut dire comme ça. C'était prémédité, en fait. Je pense que ce n'est pas un truc... Ils ne se sont pas dit, tiens... On va aller à tel endroit, on va taper telle chose. Vous avez déjà repéré selon vous. Je pense qu'ils sont venus en repérage. Donc si les caméras de surveillance marchaient avant, il faut regarder un petit peu les 2-3 jours avant, si ça marchait avant. Mais si c'était juste ce jour-là, c'est autre chose. Mais je veux dire, il faut regarder les gens qui sont venus donc on avant. Va pas forcément pour voir... mais voilà, bref, moi ce que je veux dire par là, c'est que en pleine journée, c'est qu'on n'a plus peur de rien. Déjà le soir, c'est fréquent dans Kaweni et ailleurs, ça se passe tout le temps. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir que nous punissions, il va falloir prendre des mesures de punition, mais aussi des mesures pour pouvoir occuper cette jeunesse. Parce que là, ça soulève aussi ce problème-là. Cette jeunesse-là n'est pas occupée, ils n'ont pas d'occupation, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de loisirs. Vous travaillez beaucoup avec les jeunes, donc c'est ce que vous ressentez. Vous sentez qu'il y a un malaise chez eux aujourd'hui ? Mais bien sûr, je ne vois pas. Je parle beaucoup avec la jeunesse. Je ne vois pas pourquoi un jeune irait braquer, irait voler, alors qu'il est occupé. C'est l'occupation. À partir du moment où le jeune il est occupé, il a un foyer, il a une MJC, il a des endroits où il peut aller jouer avec ses copains et chanter, que ce soit du rap, du Shigoma, je ne sais quoi, mais un endroit où il peut lui s'exprimer, au lieu d'aller faire ces conneries-là, il va s'exprimer, le jeune. Mais à partir du moment où il n'y a pas ces lieux-là et qu'il se retrouve un petit peu dehors, livrés à eux-mêmes. Ça suscite en fait chez lui l'envie de commettre des actes de voilà, exactement. Donc aujourd'hui, le cri d'alarme, c'est au niveau d'abord de l'autorité d'État par rapport à la sécurité, mais aussi du Conseil général par rapport à tous ces problèmes sociaux sur lesquels il faut agir. On est tous d'accord là-dessus, enfin tous nos invités, souvent quand on parle de délinquance et de jeunesse, on est tous d'accord pour dire qu'il faut faire quelque chose, mais pourquoi on a l'impression que c'est compliqué et qu'on en parle, mais les solutions, où est-ce qu'il faut aller les chercher ? D'après vous, Ali Karine ? C'est très simple. La question, c'est bien que vous posez la question. Vous savez, quand on observe les débats sur Kalawaladala pour ne pas citer de concurrents, on observe des débats sur la politique, on entend les politiciens parler, on leur pose ce genre de questions, ils disent nous on s'occupe de la jeunesse. Quand on pose la question, qu'est-ce que vous allez faire concrètement pour vous occuper de la jeunesse, il n'y a pas de réponse concrète. Et il est là le problème. Nous sommes aujourd'hui, si vous voulez, le bateau, il y a des capitaines, mais le capitaine, il n'est pas capable de faire naviguer le bateau correctement. Donc, il manque des forces vives alors sur le terrain, c'est ça ? Déjà, la politique elle-même n'est pas formée, n'est pas prête à répondre à ces genres de questions politiques en général, j'ai envie de dire comme ça. Et après, voilà, il faut s'appuyer sur les techniciens. Il y a différents techniciens, il y a des Mahorais qui sont aujourd'hui diplômés, qui ont de l'expérience d'ailleurs, qui sont là. Il faut s'appuyer sur ces personnes-là pour mettre en place des choses. Exactement. Ces problèmes. Voilà. Donc, il va falloir mettre des actions concrètes pour pouvoir s'occuper de la jeunesse. Alors, on va continuer à parler de malaise, un malaise maintenant du côté de nos anciens, les retraités qui ne sont pas très contents, même très fâchés, parce que leur retraite est toujours versée avec du retard. On regarde ce reportage. La colère est palpable ce matin devant la caisse de sécurité sociale. Les retraités de Mayotte ne comprennent pas la raison pour laquelle il y a eu du retard sur le versement de leur retraite. Et pourtant, la caisse de sécurité sociale de Mayotte avait par communiqué de presse expliqué les raisons de ce retard. Mais pour ces retraités, l'attente n'a que trop duré.
Maragabi GG. Wajamba aujourd'hui ça. Afa kula mwezi kai kana mnem tukakado shano jono sa tomba manati lo retard. Dahar. Fandi moya wo ne kai tombi ambabanu les 18 tombé les il tombe fumuraro fumane wapo paka le 13 le 14 do sor livao. Manati ni wafanya namne ka préparer ton bonheur. La CSSM présente ses excuses à ses usagers pour les désagréments causés par un retard de 48 heures dans le versement des pensions. Mais cela n'a pas fini de faire grincer des dents. Les retraités qui accusent le coup avec une si maigre retraite devront encore attendre pour la percevoir. La direction de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte nous informait hier du blocage technique national qui a été levé aujourd'hui. Les versements ont été effectués et seront rapidement sur les comptes sous réserve des délais bancaires qui sont de 48 à 72 heures. Ali Karine, des retraités excédés qui expriment leur ras-le-bol devant nos caméras, qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je les comprends. Moi je les comprends tout à fait parce que déjà la vie est chère à Mayotte, ils ne gagnent pas grand-chose. Alors si déjà le peu qu'ils doivent gagner arrive en retard, je comprends que ça grince les dents. Donc ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais bon, comme ils ont dit, c'est un problème technique. Espérons que ce problème technique ne se réétire pas chaque mois et que nos anciens puissent être tranquilles. Parce qu'il faut comprendre, hein, là, s'il s'agit d'un ancien, d'un vieux qui habite dans Mamoudzou, Kawini, pas de souci. Lui, il a 1,50 € à payer, il va aller pour chercher son argent. Mais malheureusement, il n'y a pas des banques partout et quand il s'agit de quelqu'un qui vient de Chungi ou du Akwa, ça veut dire que déjà le peu d'économie qu'il a, il a dépensé pour venir jusqu'à Mamoudzou pour venir chez sa retraite parce qu'il n'a pas les moyens, internet, ce genre de choses pour pouvoir vérifier s'il a été payé ou pas. Donc il dépense de l'argent pour venir alors qu'il n'en a pas beaucoup et après il doit repartir bredouille et il doit recommencer ça pendant une semaine parce qu'il attend. Tous les jours, on ne s'est pas rentré aujourd'hui, il s'est dit demain, peut-être après-demain. Et donc, c'est quelque chose, ça coûte à nos anciens, ça coûte à nos grands-parents. Vous parlez de la vie chère, vous qui vivez à Mayotte, Ali Karine, vous avez fait votre parcours à l'extérieur. Comment vous trouvez justement la vie à Mayotte? Est-ce qu'elle est vraiment chère? Je pense que ça va de soi. Même quelqu'un qui gagne bien sa vie trouverait que la vie à Mayotte est extrêmement chère. On ne peut pas, même si on se dit voilà, il suffit de manger des denrées du pays qui sont de Mayotte. Aujourd'hui, le prix de tomate peut être à 1,50 €, demain il est à 4,50 €. Donc c'est pas croyable d'avoir. Il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle ici. Donc tout ça, c'est pas ordonné. C'est un désordre. C'est pas ordonné tout ça. Donc oui, je pense que la vie est très chère parce que les produits qui viennent de l'extérieur encore, ils sont surtaxés. Donc ça coûte très très cher. Donc aujourd'hui, il faut faire un choix. Est-ce qu'on mange métropolitain ou on mange maopolitain? J'ai envie de dire comme ça. Et si on mange maopolitain ou métropolitain, il va falloir chercher au fond du portefeuille pour pouvoir payer. Et donc oui, la vie est très chère. Il va falloir que nous produisons plus de choses à Mayotte, première chose. Et deuxième chose, ordonner un peu plus les commerces pour ne pas que chacun affiche le prix qu'il veut. On reste sur la même thématique en fait, plus ou moins, Ali Karine. Le marché de Mamoudzou a été rasé, vous le savez, il y a quelques jours. Des commerçants sont en train d'être replacés. D'autres par contre n'ont pas cette chance. Des commerçants qui ne sont pas en règle. On regarde ce reportage et on en parle juste après. Plus de banga, plus de déchets, le marché, ou plutôt l'ancien marché, est désert. Mais à quelques mètres de là, les irréductibles Bouéni, qui n'ont pas eu la chance d'avoir un emplacement, sont installés sur des planches et des palettes. Ne sachant plus où aller, elles tentent de survivre. Ces femmes sont souvent issues de l'immigration et pour elles, c'est une difficulté supplémentaire.
C'est très compliqué ce qui se passe ici, car les autorités ne veulent pas nous voir là. Ils préfèrent qu'on reste à la maison à ne rien faire. Mais nous n'accepterons pas de rester sans rien faire, car nous avons tous des enfants. Comment pourrons-nous subvenir à leurs besoins dans ce cas-là ? Les cartes de séjour sont payantes et aujourd'hui je n'ai pas pu aller récupérer la mienne à la préfecture parce que je n'ai pas d'argent pour la payer. Un petit tas d'oranges, quelques tomates, une poignée de salade, rien de suffisant pour faire vivre une famille, mais elles s'accrochent. Elles espèrent que le maire trouvera la solution miracle. Une solution qui ne viendra probablement jamais car les commerçants en règle sont déjà, elles, quasiment toutes replacées. Et les habitués, comme les petits restaurateurs, continuent de faire leurs achats auprès d'elles. Pour être honnête, situation, moi je trouve que le marché il sera propre. Ça c'est vrai parce que c'était trop sale. Ce qui s'est passé au marché, moi je ne peux pas dire que c'est bien ou c'est pas bien. Mais je trouve que s'ils ont décidé de virer les gens, il faut qu'ils trouvent quelque part les laisser. Si j'ai pas mal parlé, j'espère. Parce que nous, qu'on a des petits commerces, là nous on s'embrouille, je descends. Déjà tu me vois là, je traîne avec ma moto pour chercher. Je rentre là-bas, derrière moi je ne trouve pas, je sors au dehors. Il faudra pour ce restaurateur qu'il prenne l'habitude d'aller au véritable marché, à savoir le marché couvert, où il faut payer sa patente, ses charges sociales, ses impôts, là où il faut être en règle. Des Bouénis irréductibles qui ne veulent pas quitter la place, Ali Karine. Quand vous voyez ces images, qu'est-ce que vous avez envie de dire ? Déjà, je voulais leur dire courage. Courage, pourquoi ? Parce que ça va peut-être ça a un lien avec ce qu'on avait soulevé tout à l'heure sur la jeunesse désœuvrée. Là, maintenant, il s'agit de leurs parents. Parce qu'on parle la plupart du temps des femmes issues de l'immigration clandestine, donc qui sont sans papier. Et au lieu de rester à la maison, au lieu d'aller faire des actes qu'il ne faut pas faire, elles sont parties chercher à cultiver pour venir vendre. Moi, je trouve ça très honorable, c'est bien. Moi, je trouve ça bien. Alors après, c'est vrai qu'il y a des règles. Et les règles, c'est qu'il faut avoir des patentes pour pouvoir vendre. On ne peut pas vendre n'importe quoi comme ça. Donc oui, moi je comprends tout à fait que c'est difficile pour une autorité comme la mairie de Mamoudzou ou le chambre de commerce de les loger, de mettre un endroit où ils peuvent vendre leurs affaires tranquillement alors qu'elles ne sont pas en règle. Donc, parce que ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on est d'accord avec l'immigration clandestine, et etc., etc. Donc moi je comprends tout à fait que c'est difficile pour les autorités. Vous êtes un peu mitigé alors, en fait sur ce sujet. Voilà, je suis très mitigé parce que je les comprends, parce que je comprends cet acte-là, c'est humain. C'est vraiment humain de comprendre qu'elles cherchent juste quoi. Quand elles ont fini de vendre ces tomates et ces maniocs, c'est pour quoi faire ? C'est pour aller acheter les cahiers, les goûters des enfants, c'est pour aller souvenir à leurs besoins, pour payer la facture. Donc c'est ça, moi je pense que c'est par ça, c'est comme ça comment il faut faire et pas aller voler, etc., etc. Cet argument que vous venez de donner, en fait, il avait été évoqué plusieurs fois lorsqu'il s'agissait justement des vendeurs à la sauvette. On a vu des habitants dire, écoutez, on préfère les voir là en train de vendre leurs marchandises que de les savoir en train de nous voler. Donc vous comprenez tout à fait cette position. C'est ma position, mais c'est mon point de vue, bien sûr. Moi, je pense que c'est mieux comme ça. Alors après, il faut chercher à les régulariser. Il faut chercher à les régulariser. Je pense que si on régularisé, c'est notre économie qui marche. Pourquoi ? Parce que malheureusement, si on fait le constat, il n'y a pas beaucoup de Mahorais aujourd'hui, c'est un critique, qui cultivent, qui font des tomates, etc., etc. C'est l'immigration clandestine qui nourrit Mayotte. On a vu justement ce restaurateur aller se fournir auprès de ces Bouénis, et il le dit clairement, il dit voilà, je suis obligé de faire le tour pour trouver ce qu'il me faut. Et là, c'est un exemple même de ce que vous venez de dire. Oui, tout à fait, exactement. Mais alors, après, voilà, il ne faut pas oublier que nous avons des personnes qui sont en règle, qui sont à l'intérieur, et qui aimeraient bien qu'on aille acheter leurs produits. Et c'est là où je me dis que c'est vrai qu'il faut comprendre les autorités, mais aussi, attention, nous avons nos parents qui sont à l'intérieur et qui sont en règle et qui aimeraient bien qu'on aille acheter. Donc il faudrait pouvoir allier tout ça, comment faire Il faut régulariser ces femmes. Il faut régulariser ces femmes qui sont là, qui sont issues d'une immigration clandestine. C'est la seule solution pour moi, parce que de toute façon, elles ne vont pas arrêter.
elles vont être poursuivies là, elles vont aller parce ailleurs. Que malgré le fait que le marché ait été détruit, elles continuent quand même à revenir sur la place et à vendre leurs produits. Donc pour elles, elles vont rester coûte que coûte jusqu'à avoir gain de cause. C'est là où il y a le plus d'économie. Le poumon de l'économie mahorais, il est là. C'est là où il passe plus de monde. Mais voilà, tant bien même qu'un jour on arrive à les faire déplacer de là, qu'est-ce qui va se passer? On va déplacer juste le problème, justement. Ouais, elles vont aller ailleurs. Elles vont aller ailleurs, elles vont faire exactement la même chose. Donc il faut régulariser ces personnes-là. Je ne sais pas, ça c'est pas de ma compétence, je ne sais pas comment, si c'est possible, mais je pense que la première chose c'est régulariser ces personnes-là et ça enlèvera tout le problème. On va parler d'un autre sujet, Ali Karine. On va du côté de Kawini cette fois, au rond-point El Farouk, où les passages piétons posent problème. On regarde ce reportage. Depuis un peu plus de 15 jours maintenant, la DEAL s'est engagée à repeindre les bandes des passages piétons au niveau du rond-point SFR et de MMC à Kawini. Mais comme nous pouvons aujourd'hui le constater, ces bandes de peinture sont déjà effacées. Effacées en seulement 15 jours. J'ai failli être écrasé par un chauffeur, donc ça c'est inacceptable quoi. Voilà. Avec l'apparition de passages qui leur sont destinés, les piétons se sentent donc en droit de traverser et pensent être en sécurité sur la route, mais le fait que ces bandes soient effacées rend le passage invisible pour les automobilistes. Oui, c'est un danger pour tout le monde, pour le public, parce que moi je peux dire que c'est la faute des autorités, parce que même le goudron qui est mis ici, au bout d'un an, là, ça disparaît quand la saison des pluies arrive. Donc voilà. Hors caméra, certains fonctionnaires nous expliquent que c'est un problème de budget. Il n'y aurait pas assez de moyens pour acheter la même peinture que l'on peut trouver dans les autres départements. Certes, la sécurité a un prix, mais à Mayotte, nous sommes encore loin de la sécurité à tout prix. Des piétons mécontents et qui s'inquiètent pour leur sécurité, Ali Karine. Oui, alors c'est vrai que ce sujet-là, ça m'interpelle. Pourquoi? Parce que déjà, on se plaint du fait qu'il n'y a pas beaucoup de passages piétons à Mayotte et qu'on traverse la route un peu n'importe comment. Et là, quand il y en a, c'est effectivement, quand il y en a, ça s'efface au bout de très peu de temps. Et ça, je n'arrive pas à comprendre ça. Moi, je ne peux pas comprendre ça parce que justement, je ne suis pas celui qui croit que la sécurité a un prix. Non, pour moi la sécurité n'a pas de prix. Il faut tout mettre pour que les gens circulent à Mayotte et ailleurs comme il le faut, en toute sécurité. Surtout que l'on sait que la portion de route qui est évoquée dans le reportage est très fréquentée. Et justement, c'est que là, justement, c'est l'entrée du poumon de l'économie mahoraise, j'ai envie de dire comme ça. Parce que c'est là où, justement, c'est la jonction entre la capitale, Mamoudzou, et la zone industrielle. Donc c'est une route super fréquentée, il y a énormément de personnes qui traversent. Là, comme ailleurs, c'est le même problème. Hein. C'est vrai que c'est un endroit stratégique, mais là, comme ailleurs, c'est exactement le même problème. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire j'ai envie de dire comme ça, des colmatage, de bricolage. Voilà, faut qu'on arrête de faire du bricolage. Il faut qu'on mette le prix sur la sécurité, que ce soit sur les routes, que ce soit, pour revenir sur un sujet qu'on a traité tout à l'heure, que ce soit sur la défense, mais qu'on mette le prix sur la sécurité pour que les gens soient bien. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, ce genre de choses, mine de rien, moi je fais le rapprochement entre ça et le tourisme, tout simplement. Donc si ça ce n'est pas fait, comment on peut nous aujourd'hui dire, voilà, on veut attirer des touristes à Mayotte? Il n'y a pas de sécurité. Ça fait partie des choses justement qui font qu'on va attirer les gens chez nous, que les gens se sentent bien, que les gens savent ont le même code qu'ailleurs en fait, quoi. Mais une passage piéton, c'est quoi? C'est un code, c'est une signalisation, c'est un code. Donc ce code-là, c'est le code commun qu'il y a partout, que ce soit en métropole ou ailleurs. C'est un code qui montre que c'est là qu'il faut passer. Donc quelqu'un qui vient en métropole, il voit ça et dit « Ah, ça me parle, ça je connais. Donc c'est là qu'il faut que je passe. Non, si c'est effacé, comment je fais? Comment je roule? Et là, on parle de passage piéton, mais on peut parler d'autres choses. On peut parler des lignes de stop qui sont effacées. Et apparemment, il s'agit d'un problème de qualité au niveau de la peinture. Vous y croyez? Qu'on arrête un peu de dire ces choses-là.
là, il s'agit, par exemple, là, pour cet endroit-là, si on veut vraiment régler les choses, cet endroit-là, c'est combien de litres de peinture qu'il faut mettre là, sérieusement? C'est 1 litre, 2 litres? On ne peut pas acheter une qualité de 2 litres pour mettre là? Qu'on arrête de dire n'importe quoi. Moi, je suis désolé, qu'on peut arrêter de dire n'importe quoi. Donc aujourd'hui, moi, je pense que la seule chose, c'est qu'on arrête de faire du bricolage partout. Merci Ali Karine pour toutes ces précisions. On va faire une petite pause et on se retrouve juste après la pub. Nous sommes de retour dans la deuxième partie des rendez-vous de l'info. Nous sommes toujours avec notre invitée Ali Karine Ayouba, qui est entraîneur professionnel en handball et également conseiller technique fédéral à la jeunesse et sport au Conseil général. Ali Karine, on continue à parler de l'actualité? Oui, pas de souci, ça m'intéresse. Alors, un sujet qui a été diffusé sur notre antenne cette semaine, donc les rivières toujours qui font l'objet de sites pour les lessives pour certaines personnes. On regarde ce reportage de Shakila Youssouf. Ce matin, nous sommes donc allés à la rencontre des femmes qui lavent leurs vêtements à l'arrière de la station d'épuration d'eau de la Sogea. En général nombreuses sur le site, nous faisions la connaissance d'une jeune mère de famille prénommée Dahabou Saïdou. Mère de 3 enfants, son fils Shamsidine l'aide à porter la bassine de vêtements mouillés. Bakiwan mana tuno kapasiti zahu tia majola kapasiti no wasir profiter de voyager jao e voyager siri profiter wale bele kakaya jauri hal kam wa wasir jawani jongale ne kabulu majika wa bulu be ngale kama wangia wabori roholu nginzar ndzaru. Elle peut donc se rendre plusieurs fois par semaine à ce point d'eau pour laver son linge et y va plus régulièrement en temps de pluie. Cette tâche qui semblerait banale devient risquée pour cette femme qui peut à tout moment être interpellée par la PAF, attirée à Mayotte pour trouver une vie meilleure. Elle regrette cependant ce choix qui aujourd'hui la fait vivre dans la précarité. Beti jati paramba ni kama na damu ka dungwa hambio na tuambu na mashaka ja paramwana shuntua alaba bo tuambu tupuntu kudeza baki. Unu hiti na mwana nyumba zopia mbahale ne tuambu wa hije vuwa magodam tukapara bohula mwenze. Bekemba hale ne mpaka ikemba buhaye bo parolo mwenze bene ka usilawa mbahale ne mba ivoya babo. Babo tsobinga magodra kwa tia magoshi ya magodra babo kusina nafasi wanjia tambrabani. Des points d'eau comme celui-ci, il y en a plusieurs dans les quartiers de Mamoudzou, à Cavani Massimoni, Bonovo. Ces familles arrivent ici par Kwassa, mais une fois à Mayotte, c'est la désillusion. Des habitudes qui perdurent, Ali Karine, mais qui posent de plus en plus problème. Oui, ce reportage me rappelle mon enfance. Parce que moi j'y allais, il y a une rivière entre Kanikili et Kanibé. Moi je suis de Kanikili, donc j'y allais souvent m'y baigner avec des amis et tout, nous amuser là-bas. Et on accompagnait aussi justement les anciens qui allaient pour laver, etc., etc. Donc c'est une bonne vieille habitude qui malheureusement perdure aujourd'hui. Malheureusement, c'est-à-dire oui, malheureusement, ça n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Il faut penser à l'environnement, il faut penser à la santé, il faut penser aux conséquences de tout ça. Oui, il y a des habitudes, comme d'autres habitudes qu'il faut savoir perdre petit à petit, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes, comme justement l'hygiène, etc. Là, le problème qui se passe, c'est vrai que bon, là, comme on a vu, il s'agit de personnes qui sont issues de migration clandestine qu'on a vu là, mais il y a aussi dans des villages ailleurs où ce sont des Mahorais, des personnes issues qui sont d'ici, qui pratiquent encore ce genre de pratique, pardon. Vous les invitez à arrêter, aller faire leur lessive à la rivière? Oui, mais alors. Moi, je vais parler d'abord des conséquences de ça, de ce que je connais. Hein. Je suis pas compétent dans le domaine, mais moi, je sais que ça abîme donc toutes les espèces vivantes qui vivent dans ces rivières-là. Ça les tue, ça les met en danger, pardon. Cette eau va se déverser où? Vers la mer, et donc
l'eau qui est avec l'eau de Javel, le savon, etc., qui va vers la mer. Donc ça va mettre en danger toute l'espèce qu'il y a au niveau de notre lagon. Oui, il y a des conséquences. Il y a des conséquences qui sont graves. Alors aujourd'hui, ce qui m'amène à une solution que je vois moi, c'est de tout simplement distribuer de l'eau, mettre une fontaine d'eau pour que ces gens puissent vivre autrement que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Mais voilà, il faut abandonner cette pratique ancienne qui nous met en danger, nous tous, la faune, la flore, mais nous tous. C'est intéressant de voir comment vous traitez ce sujet. Vous l'avez fait étant jeune, mais aujourd'hui, avec le recul, vous vous rendez compte que ça peut avoir des conséquences néfastes sur l'environnement. On continue à Likarine avec un autre sujet. Donc ces ghettos qui s'installent de plus en plus, qui sont là, qui sont déjà installés, pour tout vous dire, que l'on connaît, que l'on voit, mais qui souvent, on n'y prête pas plus attention que ça. On regarde ce reportage de Sakila Youssouf. On passe devant tous les jours, mais on préfère les ignorer. Oui, les ghettos existent à Mayotte. Derrière ces tôles et au cœur de Mamoudzou, des centaines de familles vivent dans l'horreur hygiénique. Nous avons pu pénétrer au cœur de ces ghettos. Visite guidée avec Amida. C'est les grands, c'est la cuisine. Là, il y a les assiettes, les gazinières. Voilà les toilettes. D'accord. Et tes toilettes, comment tu les trouves? Je ne les trouve pas parfaites parce que ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Mais comme si on n'est pas très riche, on peut faire ce qu'on veut. Malgré la pauvreté et le manque d'hygiène évident, c'est avec une certaine fierté affichée que Amida, à peine âgée de 16 ans, nous raconte son quotidien. Un quotidien rempli d'espoir et de projets. C'est pour cela que si on vous dit, vous les TV ou les Maoris, que vous pouvez nous aider un petit peu. C'est pour cela qu'il y a très longtemps, on voulait vous dire les causiers, les maîtres primaires. Mais on ne peut pas, parce que si on veut là-bas, il y a des gens qui disent qu'il y a déjà des autres qui disent ça. Mais si vous pouvez nous aider, vous pouvez faire les maison comme si les autres. S'il vous plaît, merci. Pour survivre, cette famille a investi toutes ses économies dans une petite boutique pas tout à fait en règle. Une boutique qui génère moins de 50 € de chiffre d'affaires par mois. Comme dans tous les ghettos du monde, beaucoup de ces familles se satisfont de ce qu'elles ont, c'est-à-dire pas grand-chose. Mayotte n'échappe pas à la règle. Mais ici, les contrastes entre ceux qui n'ont rien et ceux qui ont tout sont tous les jours sous nos yeux. Des ghettos installés ici à Mayotte et qui sont sous nos yeux à Likarine. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cela? C'est encore le même problème, la même chose, c'est-à-dire ces problèmes sociaux issus d'immigration clandestine. Aujourd'hui, ce problème-là, comme ça a été dit dans le sujet, c'est pas un problème qu'à Mayotte. Il y a des ghettos à La Réunion, des ghettos en métropole, il y en a partout. C'est la pauvreté, c'est la différence entre justement ceux qui en ont et ceux qui n'en ont rien. Ceux qui n'ont rien. Donc aujourd'hui, ça cause un vrai problème pour pouvoir avoir... En fait, il faut trouver un équilibre. Alors, quel équilibre il faudrait trouver selon vous? Déjà, ces personnes-là, évidemment, il n'y a pas des foyers sociaux, comment on appelle ça, des logements sociaux à Mayotte. Étant même que demain, nous avons assez de logements sociaux, comment on va faire pour qu'une population, une famille qui est clandestine puisse se loger? On ne peut pas. Donc ça cause un vrai problème et c'est un problème qui va malheureusement perdurer parce que ça va en s'augmentant.
nos voisins viennent de plus en plus. Et donc, c'est un problème qui perdure parce qu'il faut d'abord régler cette histoire. C'est une terre attractive pour eux. Hein. Je pense qu'il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Quand tu as un enfant malade ou quand tu veux l'instruire, et tu vas où? Tu sais qu'à côté, il y a moyen. Tu trouves le moyen difficile, effectivement, de traverser pour pouvoir aller subvenir aux besoins de ta famille. Mais les conditions de vie restent quand même difficiles aussi une fois arrivé sur place. Hein. Effectivement, c'est hyper difficile ici, mais moi, je pense à cette jeune fille qui a parlé pleine là, d'espoir, et qui a plein d'espoir, qui a envie de s'en sortir, et en même temps qui a dit on vous appelle à l'aide. C'est ça qu'elle a dit. On vous appelle à l'aide, on a envie de s'en sortir. Si vous pouvez nous construire une maison. Et pour vous, on n'entend plus cet appel à l'aide, les Maoris ne l'entendent plus? Je pense qu'il y a l'histoire qui fait que les anciens ne peuvent pas entendre ce genre de discours. Mais il y a aussi le fait que qui est Mayotte? Mais nous sommes qui pour pouvoir répondre à ça? On ne peut pas répondre à ça. Vu la situation actuelle, vu les problèmes financiers qu'il y a actuellement, on ne peut pas répondre à ça parce qu'on ne maîtrise pas, on ne maîtrise plus aujourd'hui cette immigration clandestine qui nous a dépassés depuis fort longtemps. Donc aujourd'hui, même s'il y a des cris à l'aide, malheureusement, leur problème est aussi le nôtre parce qu'ils sont chez nous. Voilà, donc je sais pas comment il faut réagir à ça, à part justement régulariser la situation. Dans la mesure du possible, bien évidemment. Voilà, régulariser ce qui est possible de régulariser au niveau de ces papiers pour que ces gens-là deviennent, qui soient en règle. Et après, trouver des mesures sociaux, de logement, de prise en charge, d'éducation, etc., pour justement subvenir aux besoins de cette population-là. D'accord. On voit que cette question divise beaucoup les Mahorais, même vous l'avez dit, des fois on vous dit mais c'est parce que vous êtes d'accord que vous le faites. Est-ce que vous comprenez ce côté en fait que les Mahorais ont encore aujourd'hui, malgré les années qui ont passé, malgré tout ce qui s'est passé, des porte-mentalisations, qu'il y a encore des réactions comme celle-là? Oui, mais tout à fait. Non, mais nous vivons vraiment une situation difficile aujourd'hui. Tout ce qui se passe là montre bien que la situation nous a dépassés depuis fort longtemps et qu'il va falloir vraiment qu'on se réveille très très vite pour limiter la casse. Oui, il faut qu'on limite la casse. Si je peux revenir sur un sujet que vous avez diffusé il y a très peu de temps là, sur le braquage avec le couteau. Aujourd'hui c'est avec le couteau, demain c'est avec quoi? Voilà. Donc il va falloir qu'on se réveille. Il va falloir faire quelque chose rapidement. On l'aura compris, Ali Karine. Autre sujet de la semaine dans l'actualité à Mayotte, le bac, une nouveauté, possibilité de répondre aux épreuves en shimaoré. Les explications dans ce reportage. Je pense que le shimaoré est très bon pour le passer au bac parce que ça va nous aider à bien réussir et à augmenter au moins nos notes si on n'a pas eu de notes sur les autres matières. Ça facilitera la langue, la compréhension de la langue sur les épreuves de bac. D'autre part, c'est pas vraiment une bonne chose parce que vu qu'on maîtrise pas trop la langue française actuellement et qu'on mélange deux langues en même temps, ça va... En fait, je sais pas, il y aura beaucoup de difficultés linguistiques, je pense. Shimaoré kaitori fan yo ti luha mba rendre nayo à l'extérieur mara mwindra fa balur faransa ou azira mlagwa shimaoré kaptam tu atuelewa. En tant qu'élève de terminale ES, je pense que c'est une bonne idée d'opter pour la langue mahoraise parce que c'est une bonne idée pour augmenter nos points pour le bac. Yonzuzuri leo kama na Maore asijua lugha ya Shimaore ya hailagua hiyo nzuri swafi avo nzuri na kalo wana wasisome swa Shimaore taimo fanya baki wajue walague Shimaore wafanye baki wa Shimaore. Il faudrait privilégier d'autres langues telles que l'anglais, l'espagnol parce que le Shimaore ça va rester qu'à Mayotte, tandis si on fait d'autres langues ça c'est pour mieux apprendre à parler, pour ne pas être gêné face aux autres. Possibilité de répondre en shimaoré au bac, Ali Karine, c'est quand même étonnant. Oui, c'est très étonnant. Je sais pas où. Une bonne nouvelle peut-être?
Non, pour moi, ce n'est pas une bonne nouvelle. Faire comme ce qui se fait ailleurs, à La Réunion ou en Bretagne, et avoir des épreuves facultatives dans la langue maternelle, je peux comprendre ça. Mais par contre, faire du maoré une épreuve majeure du bac, ça nous mènera où? On ne sait même pas c'est quoi Mayotte quand on va à l'extérieur. On ne sait même pas c'est quoi Mayotte. J'ai pas dit c'est où, on ne sait même pas c'est quoi d'abord. On voit que les élèves, les uns sont contents, d'autres se posent des questions. Déjà au sein même des personnes qui sont bénéficiaires de ces mesures-là, il y a quand même des questionnements qui restent. Non, mais je pense que ce qui est important, ce qu'il ne faut pas minimiser, qu'il faut mettre en avant, c'est le fait qu'il faut connaître cette langue. C'est notre langue. Aujourd'hui, nous avons métropolitanisé un peu trop notre langue. Et c'est un vrai problème. On est en train de tuer la langue mahoraise en parlant le shimaoré avec plein de mots français à l'intérieur. On ne reconnaît même plus notre langue. Donc moi, alors lutter contre ça, je suis d'accord. Il faut qu'on parle maoré, il faut qu'on apprenne à nos enfants à parler maoré. Ça, c'est le rôle des parents. Alors, à l'école, pour ceux qui veulent encore aller plus loin, apprendre les bases, peut-être pour un métropolitain qui a envie d'apprendre la langue, oui, effectivement, ça peut être une épreuve facultative qu'il faut apprendre à l'école, mais pas jusqu'à être une épreuve majeure. Concrètement, vous êtes contre cela On va dire, je ne veux pas dire je suis contre, je suis pour le faire, mais pas comme ils l'ont proposé. Plutôt le faire de façon facultative, de façon à ce qu'on puisse continuer à sauver la langue qui est en perdition aujourd'hui. Avec beaucoup plus de maîtrise en fait. Voilà. On va terminer, Ali Karine, avec un sujet qu'on a laissé pour la fin, bien évidemment, pour le sportif que vous êtes. Les 10 km de Mamoudzou, c'est cette semaine. Un jeune homme atypique, vous allez le voir dans le reportage, va y participer. On en parle juste après. Saddam est non-voyant et dimanche, il sera sur la ligne de départ pour les 10 km de Mamoudzou. À tout juste 20 ans, Saddam veut vivre comme n'importe quel autre jeune de son âge. Il a décidé de faire cette course et pourtant, il sait que cela ne sera pas facile. Pour lui, cette course fait partie des défis qu'il a l'habitude de se lancer. Pas un champion, mais le sport, c'est un de mes passions. J'aime bien courir pour vider un peu. C'est ma manière à moi de me sentir vraiment dans ma peau, le sport. Il n'y a pas que moi qui peux le faire, mais si tout le monde pourrait s'y mettre pour mes camarades, eux aussi, j'ai des amis aussi non-voyants qui aimeraient bien courir aussi. Donc moi, c'est de dire, allez, nous aussi, on peut faire quelque chose dans la vie. Pour cette course, Saddam se prépare 2 fois par semaine depuis 3 mois. Il veut être prêt et avec Thomas, son entraîneur, il est prêt à tous les sacrifices et nourri de sacrées ambitions. Dimanche, j'aimerais bien faire moins de 1 heure. C'est l'objectif. Parfois, c'est lui qui m'encourage parce que parfois c'est moi qui n'ai pas trop le moral, parfois c'est lui. Et du coup, en fait, avec la communication et puis l'entraide, les encouragements qu'on peut se donner mutuellement et puis qu'on a aussi de l'extérieur, on arrive à faire des choses ensemble. Saddam aura besoin de Thomas pour le guider tout au long de ces 10 km. Il peut le faire, il a les jambes, le mental, mais surtout un cœur énorme. Moi, je cours pour remercier surtout Thomas qui m'a jamais lâché depuis les années 2006. Il m'a présenté beaucoup de sport jusqu'à aujourd'hui. Il m'a soutenu. Donc, c'est surtout pour toi, Thomas. Une détermination à toute épreuve, Ali Karine, ça vous parle? Oui, mais vraiment, parce que moi je marche, c'est mon essence. C'est mon essence, je marche avec ça.
Oui, j'aime voir ce jeune homme-là, j'aime voir l'énergie qu'il met à vouloir aller toujours de l'avant. Moi, je l'ai déjà vu plusieurs fois traverser. Il marche à pied des fois de Mamoudzou jusqu'à Majicavo, jusqu'à Kaweni. C'est un jeune qui est exemplaire pour moi. Il a touché déjà beaucoup de sports avec justement Thomas, que j'ai envie de saluer, que mon collègue, qui fait beaucoup de choses pour les personnes handicapées. Salut à toi Thomas pour ce que tu fais. Mais pour revenir à Saddam, voilà, c'est courageux, c'est super ce qu'ils font. Parce que c'est quand même un gros challenge, hein, les 10 km de Mamoudzou, ce n'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais en fait, le plus difficile, c'est même pas la fatigue, c'est même pas la distance. Le plus difficile, c'est d'arriver à être un quand on court à deux. C'est ça qui est le plus difficile. En fait, Thomas, son entraîneur qui va courir avec lui, va devoir réussir à être un avec lui. Le petit cordon qui les attache, là, ça doit être un cordon ombilical où le même sentiment qu'il y a de l'autre côté, enfin, le sentiment qu'il y a chez Saddam doit être connu par Thomas. Le mental, le physique, le psychologique qu'il y a de l'autre côté doit être senti par l'autre. Quand l'autre relance, l'autre doit sentir, voilà, c'est le moment de relancer, je relance moi aussi. Donc c'est vraiment une synchronisation entre deux personnes pour former un. Donc on sent vraiment qu'il y a une osmose entre les deux. Sans ça, ça serait pas possible. Oui, mais en fait, c'est des parfaits jumeaux. Voilà, c'est des parfaits jumeaux. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est une personne. C'est une personne qui court. Moi, j'ai eu l'occasion. J'étais à l'INSEP l'année dernière et pendant, justement, on en allait observer les autres sports, l'athlète, le judo, machin. Donc, on allait voir les autres sports. Et quand on est parti voir un champion de 400 mètres français, j'ai oublié comment il s'appelle, qu'il m'excuse, il était en train de courir avec Jimmy Vico, qui est champion de France, là, de 100. Quand on voyait l'osmose, quand on voyait l'entente, la synchronisation qu'il y avait et la vitesse aussi qu'il faut que je souligne, la vitesse qu'il avait, on se dit c'est pas possible. Et après, donc voilà, évidemment, on a beaucoup discuté. J'ai côtoyé Jimmy Vico pendant 1 an, donc j'ai eu l'occasion de parler pas mal avec lui. Et lui m'expliquait effectivement que ça l'aidait beaucoup plus lui que l'autre. C'est l'autre qui le guidait en fait. D'accord. C'est l'autre qui était non-voyant qui le guidait lui. Qui avait une plus grande sensibilité. Exactement. Donc ça l'aidait énormément, ça l'aidait beaucoup plus lui à relativiser, à mieux courir lui quand il court. Parce que en fait, le geste, il est parfait. En tant qu'entraîneur professionnel, mais également conseiller technique, vous avez fait votre parcours, une grande partie de votre parcours à l'extérieur, en métropole, et vous êtes rentré à Mayotte. Qu'est-ce que vous avez à dire en fait? Comment vous voyez Mayotte aujourd'hui par rapport à ce que vous avez vécu à l'extérieur? Que nous sommes très loin, nous sommes encore très très loin, mais qu'est-ce qu'on est riche. Qu'est-ce qu'il y a du talent à Mayotte? Mais je parle de toutes les disciplines confondues, de tous les sports qui existent. Qu'est-ce que nous avons du talent? C'est énorme, c'est un trésor, mais nous sommes encore très très loin parce que... Et pourquoi nous sommes loin alors que nous avons des talents? Nous avons du talent, mais il faut savoir s'en occuper. D'accord. C'est la prise en charge en fait qui fait défaut. Il faut avoir un encadrement formé, prêt à amener loin cette jeunesse, à accomplir ses rêves. Et il faut avoir aussi une infrastructure adéquate pour pouvoir répondre à ce besoin-là. Alors nous sommes très loin parce que on voit de plus en plus de sportifs mahorais justement se révéler. On a eu le champion du monde de boxe, Irachidine, et c'est quand même un message fort, c'est un espoir pour les jeunes mahorais, les jeunes sportifs mahorais. Oui. Effectivement, que ce soit Irachidine, il y en avait un autre encore qui a fait champion aussi avant lui dans la même discipline et dans les autres disciplines aussi, que ce soit basket, handball, athlétisme, nous avons des champions. Oui, tout ça montre bien justement qu'avec très peu de moyens, nous n'avons pas grand-chose. Mais par contre, nous arrivons aujourd'hui à faire quelque chose de grand. Mais imaginez-vous si nous avions l'infrastructure qu'il y a à La Réunion. Où est-ce qu'on sera?
j'ai envie de prendre l'exemple. Vous êtes confiant en fait concernant non, mais moi je suis vraiment confiant. Nos jeunes Mahorais. Je suis sûr et certain que le jour où nous aurons le minimum d'infrastructures pour pouvoir fonctionner, on entendra parler de Mayotte. Alors, vous le savez, Ali Karine, on est en pleine période électorale. Le Conseil général va renouveler en fait ses élus dans quelques semaines. S'il fallait passer un message aux nouveaux élus qui vont être justement dans l'institution, quel serait le vôtre ? Je dirais que la première chose, régler le problème social. Mahorais, c'est le plus gros problème de Mayotte, c'est le social. Et évidemment, à mettre dans le paquet du social, la jeunesse. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, d'avoir répondu à nos questions et puis d'avoir réagi sur les reportages que nous venons de diffuser. C'est ici que s'achève cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres infos avec d'autres invités. Bonne soirée à vous sur KTV.